des idées. Thomas Friand, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur, directeur général de l'Institut Open Diplomacy, membre de La République En Marche. Oui. Avec nous également Marion Pariset. Bonjour. Bonjour, secrétaire général du think tank Le Millénaire, adjointe au maire du 15e arrondissement, groupe LR et indépendant. On affiche les couleurs politiques de tout le monde. On va tout d'abord parler bien sûr de ce sondage qui fait pas mal parler depuis ce week-end. Il installe confortablement en tête un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Tout d'abord, tout simplement, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose? Ce n'est pas une prévision, on est encore à un an de la présidentielle, il y a encore beaucoup d'événements qui peuvent se passer d'ici là, Thomas Friand. Je pense qu'il faut être très prudent, on l'a vu en 2017. Voilà. Pour un élément très simple que je me permettrai de mentionner avec un regard plus géopolitique sur les circonstances, les événements internationaux nous chamboulent de plus en plus. Et on le voit avec cette crise pandémique, on ne l'avait pas vu arriver et on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises encore d'ici là. Et j'ajoute un deuxième élément dans ce champ international qui modifie les prévisions, c'est que les interférences étrangères dans les processus démocratiques occidentaux ont continué de s'intensifier. Et donc d'ici 2022, on n'est pas encore à l'abri de mauvaises surprises. Alors, il y a ce phénomène récent, puis si on regarde un petit peu vers le passé, à un an de l'élection, Valéry Giscard d'Estaing était largement réélu. Édouard Balladur avait une chance de passer dès le premier tour. Lionel Jospin ne faisait qu'une bouchée de Jacques Chirac. Marion Pariset, on va donc commencer par les précautions avant d'analyser le sondage. C'est vrai que ce duel, il apparaît un peu un duel par défaut qui existe finalement du fait de l'absence aujourd'hui d'alternatives qui soient crédibles et viables et assumées dans les autres partis, et notamment la droite qui aujourd'hui, comme vous l'avez montré, est a priori la troisième voie qui pourrait avoir sa chance. Ce phénomène, il est assez classique dans les élections et il est classique notamment parce qu'il y a un sentiment de familiarité. C'est-à-dire qu'un an avant une élection, ne sachant pas exactement les positions de chaque candidat, on a tendance par réflexe à se positionner vers ceux dont on connaît les positions. Marine Le Pen et Emmanuel Macron étant les deux plus clairs dans ce cas-là. Mais derrière tout ça... Les deux derniers qui restaient en 2017. C'est ça. Mais derrière tout ça, il faut voir aussi que les deux sont très fragilisés. Marine Le Pen, lors des élections européennes et lors des élections municipales, a fait de moins bons scores qu'elle n'avait fait lors du précédent mandat sous François Hollande. Et Emmanuel Macron a quand même subi de nombreuses crises pendant son quinquennat qui ont fragilisé la confiance globalement des Français dans sa personnalité. Thomas Friand, on va prendre morceau par morceau. Tout d'abord sur Marine Le Pen. Comment expliquer effectivement que Marine Le Pen soit aussi haut dans ce sondage, malgré son face-à-face complètement raté en 2017, malgré de mauvais scores au municipal pour le RN? On a cette sensation que son électorat lui reste fidèle. Et puis, il y a aussi certainement un certain rejet des élites, cette musique qu'on a entendue depuis le début du quinquennat. Moi, je ne voudrais pas... confier à Marine Le Pen les résultats de ce sondage trop vite. Pour une raison très simple, c'est que, on l'a vu, quand elle fait campagne, elle se plante, et quand elle ne fait pas campagne elle-même, elle se plante aussi. Et donc, j'ai hâte de voir en 2022 qu'est-ce qu'elle va nous sortir de son chapeau, mais le programme du RN, en 2019, complètement différent des européennes de 2014, sur l'euro, sur la souveraineté, sur les frontières, tout ça n'a plus rien à voir avec le Rassemblement national. Donc, quand Marine Le Pen sera en campagne, elle sera obligée d'être claire sur ses intentions. Et même ses plus proches lieutenants de jadis le disent. Elle n'a plus aucune cohérence politique. Donc, sa base, pour l'instant, c'est une base friable. Mais sa base reste là. Sa base, pour l'instant, elle n'a pas encore entendu de Marine Le Pen faire campagne. Donc, pour l'instant, elle est là. Mais quand Marine Le Pen fera campagne et mettra un programme sur la table, ce qui est quand même assez rare, pour l'instant, Marine Le Pen, c'est plutôt un logo. Là, les électeurs du Front National jugeront. Et je ne suis pas sûr que les électeurs, que Jean-Luc Mélenchon, quand il fera campagne, laissera à Marine Le Pen des coups aussi franches que ça a été le cas en 2017. L'autre morceau, donc, c'est Emmanuel Macron, effectivement, qui apparaît donc au deuxième tour dans ce sondage. Est-ce que, selon vous, l'élection présidentielle va aussi se faire sur le bilan sanitaire, sur la gestion de la crise du Covid? Et ça, on le sait, ça peut être une vraie difficulté, une inconnue pour le gouvernement actuel. La
campagne va se faire effectivement en partie sur cette thématique-là, sauf que Emmanuel Macron a bien d'autres sujets sur lesquels il était apparu comme étant particulièrement expert lors de la campagne de 2017, notamment l'économie, l'Europe. On l'attendait énormément sur cette dimension-là. Et aujourd'hui, c'est aussi là-dessus qu'il fait défaut et qu'il laisse de la place pour un potentiel opposant. Sur ce point, on a vu une augmentation des dépenses publiques bien avant la crise sanitaire et du côté européen, une incapacité finalement de la France à récupérer sa place face à l'Allemagne. Ça s'est vu notamment dans les conflits avec la Turquie. À l'Union européenne, finalement, nous n'avons pas réussi à faire porter la position française, qui était une position ferme vis-à-vis de la Turquie, parce que, il faut l'accepter tout simplement, l'Allemagne a sur son territoire un très grand nombre de personnes turques ou d'origine turque et est de ce fait plus sensible à la question. Thomas Friand. Oui, Marion a absolument raison de pointer l'expertise et le savoir-faire européen d'Emmanuel Macron. Et je dois souligner... Je suis pas sûre que c'est exactement ce que vous voulez dire. Oui, je prends le truc à l'envers parce que je pense que c'est absolument irrecevable comme argument. Et si on doit à quelqu'un, à travers l'Union européenne, le plan de relance de 750 milliards d'euros qui existe aujourd'hui et qui met en place l'après-Covid dès à présent, c'est à Emmanuel Macron qu'on le doit. À Emmanuel Macron pour deux raisons. À l'Emmanuel Macron français, qui a mis la France dans une capacité d'entraîner tous les États européens dans cette logique-là, en faisant les réformes qui les rendaient crédibles, qui nous rendent crédibles auprès de nos partenaires européens, y compris les Allemands, contrairement à ce qui a été dit. Et deuxièmement, l'Emmanuel Macron européen, qui a été capable de produire un schéma de pensée qui impliquait les Allemands. Et je veux le dire, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, on a eu 10 ans de cafouillage face à Angela Merkel, y compris pendant la crise des subprimes, y compris pendant la crise de la zone euro. Et enfin, on a un budget européen. Enfin, on a des eurobonds qui ne disent pas leur nom, mais qui existent. Enfin, on a un contrôle démocratique de ce plan de relance. Et enfin, on a une ambition claire au niveau communautaire sur la transition écologique, sur la souveraineté numérique, ce qui n'existait pas. Et quand la France, en 2022, va présider le Conseil de l'Union européenne, l'Emmanuel Macron français et l'Emmanuel Macron européen seront là. Et je pense que c'est là où Xavier Bertrand, qui n'est pas européen pour dessous, qui a voté contre le traité de Maastricht, qui a voté contre le traité de Lisbonne, aura des comptes à rendre. Bon. Je suis convaincue que vous n'êtes pas d'accord, Marion Pariset. Mais quand même, je vais vous poser d'abord, on va essayer d'avancer un petit peu. Le sondage, en tout cas, il n'est pas très rassurant pour la droite. Aujourd'hui, quels sont les problèmes de la droite qui peuvent expliquer cette situation ? La droite aujourd'hui, elle souffre d'une division et d'une archipélisation qui s'est faite en fait de ses personnalités suite à l'élection de 2017. Malheureusement, la défaite de François Fillon a été très très dure pour le parti. Mais aujourd'hui, il existe encore beaucoup de mouvances qui s'expriment et beaucoup de positions. Et aujourd'hui, le défi pour la droite, ça va être de trouver le programme concret derrière lequel s'engager. Et c'est pour ça que la question économique et la question européenne sont notamment très intéressantes, parce que ce sont des thématiques sur lesquelles la droite peut avoir une position, peut s'unir et peut peser face à Emmanuel Macron. Car ça me permet de trouver un espace. On a vu qu'il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui ont plutôt confiance en Emmanuel Macron, notamment sur l'aspect économique. Mais en même temps, 70% des Français ne veulent pas du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, et on assiste également de manière générale à une droitisation de la société, pas uniquement sur le fait de se positionner sur l'échiquier, mais au sens des valeurs qui profondément nous ressemblent. Et juste pour rebondir très rapidement sur le point économique, parce que j'aimerais quand même faire une réponse, la question du plan de relance, je pense que personne n'en est dupe, car ce plan de relance n'est clairement pas à la hauteur pour pouvoir effectivement assurer le rebond de l'économie. Donc dans ce sens, votre argument est aussi caduc. Thomas Friand. Un dernier mot sur la droite. On parle de sondage et de caducité. Moi, je voudrais prendre un sondage bien réel, bien tangible, qui a eu lieu en 2017. Et en 2017, il y a une élection présidentielle dans laquelle 80% des Français rejettent la droite. Donc, soyons bien clairs sur ce sujet. On parle de sondage là, qui évalue Bertrand, Pécresse, Wauquiez. Il y a un sondage qui s'appelle l'élection présidentielle qui a clairement posé le sujet. Et si elle rejette la droite en 2017, c'est après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est après la défaite de François Fillon en 2017, et toutes les défaites intercalaires qui ont démontré, la primaire, législative, les municipales et bientôt les régionales, qu'il n'y a aucune cohérence morale, intellectuelle, politique à droite. Et c'est ça le sondage que vous avez vu. Et c'est ça qui expliquera la défaite de la droite en 2022.
Allez, on va maintenant parler de la gauche. La gauche, tout de même, qui apparaît plus divisée que jamais et qui apparaît en très mauvaise posture dans ce sondage. Écoutez, à ce propos, Stéphane Troussel, le président du Conseil de Seine-Saint-Denis, qui était l'invité ce matin d'Oriane Mancini dans notre matinale. Elle est trop fragmentée, elle est trop émiettée et elle doit se rassembler. Et donc, oui, ça ne dit pas qu'elle est considérablement affaiblie? Oui, elle est affaiblie, mais elle est affaiblie d'abord parce qu'elle est divisée. Et donc, c'est ça l'enjeu. Oui, il faut une offre, il faut un bloc social écologique qui soit fort et qui soit uni. Il n'y a pas d'alternative au-delà de en dehors d'un rassemblement et d'un rassemblement le plus large possible. Je ne crois pas que nos écarts soient si importants que ça. Il faut avoir la volonté de chercher ce chemin commun, il faut avoir la volonté de chercher ce qui nous rassemble en permanence plutôt que ce qui nous divise. Allez, un mot pour conclure sur la gauche. Donc la gauche peut diviser que jamais. On le voit dans le sondage, ni Yannick Jadot ni Anne Hidalgo ne seraient assurés de l'emporter face à Marine Le Pen. Marion Parizet, est-ce que ça c'est inquiétant pour tout le monde? C'est inquiétant parce que c'est parmi ce qui fait vivre les partis, c'est notamment la perspective d'une potentielle victoire. Aujourd'hui, la victoire elle n'est absolument pas assurée, que ce soit pour Anne Hidalgo ou pour Yannick Jadot, mais également on voit des tensions internes aux partis et aux partis socialistes, mais également aux alliances qui se sont faites avec Europe Écologie Les Verts, car celles-ci fonctionnent au niveau local parce que peu de conséquences y sont à tirer, mais au niveau national, ces divergences vont exploser et ne pourront pas trouver une ligne commune. Et dans ce sens-là, la gauche est beaucoup plus fragilisée que la droite. Un dernier mot là-dessus. Enfin, vous êtes d'accord sur l'état de la gauche. Non, je comprends à ce qu'elle a dit, mais en aggravant le problème. C'est-à-dire que la droite a des candidats mais n'a pas d'idées. On voit bien que le seul programme de Xavier Bertrand, c'est de diminuer encore les impôts de production, ce qui est la politique du gouvernement depuis un certain nombre d'années pour rétablir notre compétitivité, notre souveraineté européenne et industrielle en particulier. À gauche, c'est l'inverse. On n'a pas beaucoup de candidats, mais en plus, on a beaucoup d'idées. Et donc, pour rassembler, c'est la même difficulté. Au moins, ils ont des idées. Et ça fait plaisir. Et des idées, malheureusement, on peut le voir pour la gauche, souvent irréconciliables. Allez, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de la question de la liberté de la presse. La liberté de la presse, non pas à l'étranger, non pas à Malte, mais en France, en Bretagne, où Morgane Large, journaliste locale qui travaille sur l'industrie agroalimentaire, a été victime de malveillance. Elle a découvert qu'on avait déboulonné une roue de sa voiture, dénonce les pressions qu'elle subit depuis des mois. Et des pressions, vous en avez aussi subi, Inès Leroux. Vous êtes en visio avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour Allons plus loin. Vous êtes journaliste d'investigation, documentariste. Vous êtes notamment l'auteur de cette BD que l'on voit s'afficher, Algues vertes, l'histoire interdite, aux éditions de la Revue Dessinée. Vous avez enquêté sur l'agroalimentaire en Bretagne, sur les méthodes de certaines entreprises. Plusieurs d'entre elles vous ont d'ailleurs attaqué en diffamation. Vous dites que ces plaintes, ce sont autant de tentatives d'intimidation. D'ailleurs, elles sont parfois retirées quelques jours avant le procès. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, j'ai subi plusieurs pressions pendant mon travail. J'ai enquêté pendant 3 ans en immersion en Bretagne. J'ai connu du harcèlement sur les réseaux sociaux et aussi en effet du harcèlement judiciaire, c'est-à-dire des plaintes qui sont très longues à préparer. Ça me prend plusieurs mois, 18 mois pour la deuxième, et à chaque fois elles ont été retirées 3 jours avant l'audience. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de me détourner de mon travail d'enquête et de journaliste. Et c'est une façon de vous épuiser, on imagine, financièrement, psychologiquement, à tous les niveaux? Exactement, c'est exactement ça. Alors comment l'expliquer pour vous? Est-ce que les lobbies sont particulièrement puissants en Bretagne? Desquels s'agit-il dans votre cas? Et c'était exactement mon sujet d'enquête en fait. En Bretagne, j'ai enquêté 3 ans sur ce que j'ai appelé la fabrique du silence, sur ce qui préside à l'omerta en Bretagne. Et en fait, j'ai découvert que les représentants de l'agroalimentaire sont très bien infiltrés dans la société bretonne. Ils ont un certain pouvoir déjà sur la presse régionale, puisqu'ils la financent via les encarts publicitaires. Ils sont aussi au sein même du conseil régional, et la région Bretagne est une des régions qui subventionne le plus les industries, et notamment agroalimentaires, dans sa région.
Donc finalement, l'économique, si vous voulez, a complètement pris le pas sur le politique. Mais ça s'observe aussi à l'échelon national, parce que qui sont présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce sont 2 fervents défenseurs du système agroalimentaire breton. Et à la tête de grands médias comme Canal+, il y a aussi des personnalités très proches du lobby agroalimentaire breton. Donc c'est des sujets qui ont été pendant des années, en tout cas pour moi, très difficiles à mes enquêtes. Je suis journaliste indépendante, donc mes enquêtes ont été très difficiles à placer dans les médias nationaux et dans les médias régionaux. Il y a un certain silence sur les violences et les menaces et les pressions exercées par le système agroalimentaire breton, sur les gens qui essaient de critiquer ce système. Donc vous avez fait notamment allusion à Richard Ferrand ou encore à Vincent Bolloré. Est-ce que pour vous, la médiatisation que l'on voit qui commence à arriver du cas Morgan Large, ça peut faire aussi l'effet aujourd'hui d'un électrochoc? Ça peut essayer peut-être bien de mettre la lumière sur cette situation aujourd'hui? Vous l'espérez, j'imagine? Je pense que ça fait déjà l'effet d'un électrochoc. J'espère que ça va durer et surtout que ça va se traduire en actes politiques, par exemple par l'abrogation de la cellule Déméter, cette cellule qui a été mise en place par le système, par le ministère de l'Intérieur et qui met en fait les gendarmeries au service de la FNSEA. Et on voit tout dernièrement, derrière l'affaire Morgan Large par exemple, il y a l'affaire d'une journaliste allemande dont la gendarmerie locale dans les Côtes-d'Armor a demandé d'effacer des enregistrements compromettants pour un agriculteur. Elle a dû le faire sous ordre de la gendarmerie. Donc on voit que c'est une cellule qui est très dangereuse pour la liberté d'informer sur l'agroalimentaire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Inès Leroux, vous restez avec nous. Thomas Friand, on entend à l'instant Inès Leroux qui parle de la cellule Déméter. La cellule Déméter, c'est une cellule de gendarmerie qui est chargée de la prévention du suivi des actions de nature idéologique. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour la liberté de la presse? Est-ce que la presse, elle peut entrer dans cette catégorie des actions de nature idéologique? Alors, je ne connais pas la cellule Déméter, donc je me garderai de commentaires positifs ou négatifs. En tout cas, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage de Madame Leroux. Je voudrais souligner son courage. Et à nouveau, ce n'est pas une façon d'esquiver le sujet. Je ne sais pas concrètement comment ça marche, donc je ne m'autorise pas à répondre. Alors plus largement, la question qui se pose, c'est de quel côté de la presse est en France. Oui. Vous savez, Reporters sans frontières publie chaque année un classement international de la liberté de la presse. La France, qui est un défenseur de la liberté de la presse à l'échelle mondiale, figure constamment au 30e, au 40e rang selon les années. C'est lié à plusieurs facteurs. Il y a un vrai, Madame l'a souligné à l'instant, un vrai phénomène de concentration des médias et des pouvoirs médiatiques entre les mains de certains pouvoirs économiques en France qui fait l'objet d'une attention particulière sur ce sujet. Il y a deuxièmement un sujet qu'elle a évoqué, qu'on appelle les procédures dites bâillons, les procédures de harcèlement judiciaire des journalistes. C'est vrai à travers toute l'Union européenne et il faut souligner le travail considérable qui a été fait ces dernières années par le Parlement européen de façon transnationale pour interdire ces procédures bâillons et protéger les journalistes qui, comme Madame Leroux, font l'objet de harcèlement judiciaire. Il y a aussi le sujet du cyberharcèlement qui, comme dans toutes les grandes démocraties, a fait de la révolution numérique un danger supplémentaire pour les journalistes. Je voudrais seulement dire un point supplémentaire sur ce sujet qui est extrêmement grave. C'est que le lobby... On a parlé à l'instant du lobby agroalimentaire. Et politico-médiatique aussi. Et politico-médiatique, ça n'est pas le seul sujet. Et là, il y a un autre phénomène extrêmement grave qu'il faut mentionner. Je voudrais en profiter. C'est rare qu'on puisse parler de liberté de la presse avec un regard géopolitique. Quand le président chinois Xi Jinping a fait sa visite d'État dans l'Union européenne en 2019, il a acheté des campagnes publicitaires à travers toute l'Union européenne, y compris le Figaro, pour faire la pub du Parti communiste chinois et du système autoritaire chinois. Si ça ne s'appelle pas du lobby au sens le plus puissant du terme, c'est-à-dire la campagne de propagande d'un État qui envahit l'espace médiatique et qui, au-delà des plus de 50 journalistes qui sont emprisonnés et torturés en Chine, vient jusque dans le terrain européen pour imposer une vision anti-liberté de la presse, alors oui, c'est extrêmement grave et je crois que seul le président de la République s'est opposé à cette difficulté-là en alertant les médias français sur ce sujet. Il y a encore 1000 choses à dire sur ce sujet européen qui est absolument passionnant, mais la priorité, c'est le courage des journalistes en tant que tel. Mais c'est vrai que là, Marion Pariset, on parle d'une situation en France, on parle d'une situation en Bretagne. Les problèmes de liberté de la presse en Chine ou ce genre de choses, on en parle assez souvent, mais là, dans ce cas
précis, c'est quand même assez nouveau et c'est en train d'émerger dans le débat public. On a un phénomène, je pense, au-delà de saluer le courage des journalistes, on a un phénomène qui est double. On a traditionnellement, c'est un peu lié à la nature même du journalisme d'être exposé à ce type de risque. Mais aujourd'hui, cette exaspération et cette exacerbation des risques et des contraintes qui pèsent sur les journalistes, elle est liée aussi à un phénomène un peu plus profond qui est l'archipélisation, là encore, de la société. 2 fois, j'ai toujours pas réussi. L'archipélisation dans le sens où aujourd'hui, on se replie chacun sur ses idéologies. On se replie sur ces idéologies et la population a de moins en moins confiance dans les médias. Il faut noter que plus de 50% de la population pense que les médias sont aujourd'hui qui ne sont pas indépendants. Plus de 50%. De fait, ils peuvent avoir des difficultés à être indépendants quand on a ce type de problème, quand on est journaliste d'investigation ou qu'on essaie de travailler correctement. En plus de la méfiance vis-à-vis des journalistes de manière générale, cette méfiance et ce climat de défiance de manière générale pouvant être instrumentalisés ou en tout cas utilisés ou compris comme une conjoncture favorable pour les lobbies qui y voient finalement un environnement dans lequel ils peuvent peut-être agir avec plus de liberté qu'ils ne pouvaient par le passé. Mais profondément, cette divergence qui existe aujourd'hui, cette rupture entre les Français et les médias, elle tient aussi à l'exercice, et je dois le mentionner, de certains journalistes qui rentrent plus dans un média qui est politique, qui est lié à des partis pris et qui aussi manque de respect vis-à-vis de la contradiction. Ce n'est pas du tout pour mettre en cause le travail de Madame Leroux, parce que je pense qu'elle fait sans doute un travail formidable. Il faut au contraire du vrai journalisme d'investigation qui respecte toutes les parties dans un sujet et qui soit capable d'informer profondément les Français. Inès Leroux, une dernière question pour conclure sur ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse de la part de l'exécutif? Et est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, le gouvernement doit prendre position pour se mettre de votre côté? On l'a beaucoup entendu défendre la liberté de la presse sur la question, par exemple, des caricatures. Est-ce que vous attendez une réaction aussi officielle concernant ce type de situation? Je pense déjà, pour revenir sur les propos précédemment tenus, que nous, on n'est pas, dans l'exercice de notre métier, on n'est pas censé subir des tentatives d'homicide. Et là, il s'agit quand même d'une tentative d'homicide sur Morgane Large. Je pense que c'est une première en France qui peut vraiment rappeler ce qui se passe par exemple en Russie. Oui. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience. Et je crois qu'effectivement, il faudrait urgemment une prise de position du chef de l'État sur cette question et remettre en cause le fait que la cellule Déméter puisse intervenir dans le travail des journalistes d'enquête. Eh bien, merci beaucoup pour tout votre témoignage et puis pour avoir alerté sur cette situation. Puis impossible de terminer cette émission sans parler du Covid. Vous pensiez pouvoir y échapper, mais non. On va revenir sur les 250 millions de vaccins produits en France. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron, le président de la République. En choisissant ces mots, a-t-il enjolivé la réalité? A-t-il de quoi pavoiser? On écoute d'abord ce qu'a dit Emmanuel Macron la semaine dernière en visite chez le sous-traitant pharmaceutique Delpharm. Ces doses, 4 sites en France vont produire. Celui-ci est le premier, mais on va continuer de monter dans les prochaines semaines. Ce qui fait que nous produirons sur notre sol en 2021 250 millions de doses de vaccins pour la France et l'Europe. Et nous allons continuer d'accroître ainsi cette indépendance. Nous allons aussi nous organiser pour, sur notre sol maintenant, développer de la capacité de production de la substance même d'ARN messager. Ça prend un peu plus de temps. Ici, en 5 mois, c'est fait un travail qui d'habitude prend 1 an et demi. Il faut normalement 5 à 8 ans pour produire des entreprises des sites de production qui feront de l'ARN messager. On va réduire ces délais là aussi et le faire beaucoup plus vite. Alors Thomas Friand, ce n'est pas de la production comme l'entend le grand public, même si cette phase de mise en flacon, c'est une phase très délicate, complexe et que tout le monde ne sait pas la faire. Est-ce qu'Emmanuel Macron enjolive la réalité avec ce type de propos aussi? Parce que la situation sur le vaccin en France, elle est très compliquée. Alors je voudrais dire d'abord qu'il n'y a absolument aucune raison de faire du cocorico sur ce sujet. On est dans une situation qui est tellement grave, avec tellement de vie et d'emploi et de santé mentale en jeu, qu'il n'y a rien. Il n'y a jamais de quoi pavoiser. Jamais. Deuxièmement, il faut être très réaliste. N'importe lequel des objets qui sont sur cette table a été conçu, produit et monté et distribué dans au moins 5 pays différents. Donc, que ça soit pour les vaccins ou pour ailleurs, il faut être très lucide sur la façon dont notre économie fonctionne. Et on a choisi en Europe
une stratégie commune avec 52 sites de production pour pouvoir se donner les moyens de faire chez nous avec nos vaccins. Et voilà. Donc là, en l'espèce, on parle de l'assemblage, mais on pourrait aussi parler de la production en Côte d'Or du liquide lipidique qui permet d'injecter l'ARN messager, qui a été ouvert pas plus tard qu'hier en présence du commissaire Breton, enfin du commissaire européen à l'économie, Thierry Breton. On a en Europe des bouts de chaîne de valeur qui nous permettent d'avoir une stratégie commune et d'être plus efficace pour produire à la maison les vaccins qu'on a conçus nous-mêmes. C'est ça le sujet. Alors, il ne s'agit pas de faire cocorico. S'il y a un cocorico à faire, il est à l'échelle européenne. Marion Pariset, que penser de cette séquence? On le sait, dans cette situation où on estime que la recherche française, c'est un petit peu été compliqué, c'est un peu la bérésina. L'absence de vaccins trouvés dans le pays de Pasteur fait grincer bien des dents aujourd'hui. Tout à fait. C'est une façon, alors volontaire ou non, probablement pas, mais ça détourne l'attention de l'échec du vaccin Pasteur, justement, qui avait été prévu et que la France a dû finalement abandonner faute de problèmes au cours de la recherche. Cette démarche, il faut bien comprendre qu'elle n'aura pas d'effet sur les livraisons, puisque finalement on est sur des livraisons qui seront en France et en Europe. Et ce n'aura pas. Chaque pays a dit qu'il avait n'aura pas d'effet sur une potentielle accélération de la vaccination. Ce n'aura pas d'effet sur notre autonomie stratégique, puisque finalement les fondamentaux du vaccin sont produits en Allemagne avant d'être mis sur les dernières étapes en France. Et finalement, ça n'aura pas d'effet en tant que tel sur le rattrapage de la recherche. Or, justement, aujourd'hui, je pense que là où nous avons quelque chose à avancer, c'est justement de reconstruire une nation d'industriels et de savants. C'est ce que nous portons dans notre think tank. Et c'est typiquement dans ce type de problématique que cela se ressent. Et nous avons 20 années de retard. Donc bien sûr, ça ne se rattrape pas en une année de crise. Mais il est temps d'investir. Exactement. Thomas Friand, quel enseignement effectivement tirer de cette crise si on essaie de trouver quelque chose de positif en matière de recherche et en matière de souveraineté sanitaire? Ce sont des sujets qui aujourd'hui sont au cœur des préoccupations. Ce que je retiens comme enseignement de cette crise, c'est qu'elle a accéléré toutes les grandes mutations dans lesquelles nous nous trouvions. Très clairement, c'est un catalyseur de toutes les crises dans lesquelles on était, y compris la crise de la désindustrialisation, qui existe depuis plus de 30 ans. Et en l'espace de 9 mois, 1 an, on a remis en route tout un tas de sites de production qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une stratégie européenne efficace pour produire des vaccins qu'on a inventés, produits et distribués en Europe et exportés chez nos partenaires qui ont aussi besoin de notre aide. Je voudrais ajouter un point, c'est que rattraper en 1 an de stratégie européenne 30 ans de désindustrialisation, c'est extrêmement complexe. Et ces 30 ans de désindustrialisation... Et comme quoi c'est possible quand on a ce type de crise? Et je me rappelle que le slogan de la droite en 2009 aux élections européennes, c'était « Quand la France peut, l'Europe veut ». Et là, on est exactement dans cette situation. Et on est exactement dans la même situation que pour l'hôpital. Je veux dire, l'hôpital, c'est 20 ans de déshospitalisation, à commencer par le grand coup d'accélérateur qu'a donné Xavier Bertrand en 2009 sur la tarification à l'acte, qui fait que l'hôpital public est dans l'état qu'il est aujourd'hui. Et on doit rattraper tout ça en pleine crise. Voilà, comme quoi, il peut peut-être aussi y avoir quelques opportunités dans cette crise. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission, dans un instant, audition publique. L'invité de Francis Letellier, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est Julien Denormandie. Demain, dès 7h30, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini. Bonjour chez vous. Elle recevra notamment Jean-François Copé, le maire de Meaux. Excellente soirée sur les chaînes parlementaires.